Les enquêteurs et les médecins légistes disposent déjà d'hypothèses de travail transmises au procureur, mais tant qu'aucune conclusion définitive n'est établie, le procureur ne peut communiquer publiquement que les faits certains. On a une nouvelle, on va dire, découverte dans ces dossiers Epstein et des échanges entre Ariane de Rothschild et Epstein. On va y revenir dans quelques instants, mais si vous permettez, et je pense que c'est intéressant d'avoir aussi votre opinion là-dessus, on va continuer un peu sur le périscolaire, la lutte contre la pédocriminalité en France, et notamment, par exemple, cette annonce du procureur hier qui disait, alors qu'on est 10 jours après la découverte du corps de Liana, qu'on n'avait toujours pas, que les résultats de l'autopsie n'étaient toujours pas connus, qu'on n'avait toujours pas les informations sur les conditions de sa mort. Moi, je trouve ça étonnant qu'on prenne autant de temps pour avoir les informations. Alors, si vous le permettez, Dieudonné, je vais me tourner vers Alexandre Langlois, qui, en tant que policier, a quelques informations sur le sujet. Hop, alors pardon, ouais, j'ai repris ma fiche du coup pour être au bon truc, surprise, interrogation surprise, j'étais pas prêt. Tu n'étais pas sur la bonne fiche? Non, pour pas dire de bêtises. Donc en fait, la première chose, c'est que l'autopsie a été faite rapidement. Donc ils l'ont envoyé rapidement à Cergy-Pontoise, pardon, et ils ont pu comparer les ADN. Après, c'est le formulaire administratif en fait qui est derrière, qui fait que justement, ils disent on n'est pas en mesure d'indiquer la cause de la mort à ce stade, parce que du coup, vu le dossier, ils disent on veut faire des analyses complémentaires de toxicologie, de savoir où ça a été fait, le contexte, etc. Donc en fait, ils ont des présomptions aujourd'hui, ils ont des hypothèses de travail qui ont été envoyées au procureur, mais le procureur ne peut pas envoyer dans la presse en disant voilà les hypothèses. Il dit moi je peux parler que de faire, mais du coup comme ils n'ont pas de conclusion définitive, même s'ils peuvent être sûrs à 80%, ils disent on ne sait pas. Alors qu'en fait c'est des Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste parce qu'ils veulent pas dire? Non, il y a plusieurs choses. C'est qu'effectivement il y a d'autres dossiers avec des médecins légistes où ça peut prendre du temps, les analyses toxicologiques, etc. pour remonter sur les faits, savoir où la personne a été tuée dans le cas de Liana, et donc du coup ça peut prendre du temps. Le problème c'est que c'est la formulation derrière qui est un petit peu bancale, parce que dans le langage courant, quand on dit je ne sais pas, ça veut dire qu'on est dans le noir complet. Là, le vocabulaire juridique veut dire on n'a pas encore 100% des informations, donc surtout on va rien dire. Voilà. Ensuite, derrière, ça a aussi beaucoup de conséquences. Et effectivement, comme le dossier est beaucoup médiatisé et qui est beaucoup suivi parce que ça a été une catastrophe, comment ça a été géré en amont, derrière, en fait, le procureur et l'institution de justice, donc j'imagine Gérald Darmanin en tête, qui donne toutes les consignes pour verrouiller la communication à un maximum. En fait, derrière, ça va être. Est-ce que, pour éviter que la défense puisse dire, par exemple, écoutez, Liana, oui, elle est morte, mais le tueur n'a fait que transporter le corps. Enfin, du coup, ce serait pas un tueur, et elle est tombée quelque part, il y a une mort involontaire. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des sévices avant? Parce que du coup, ça rentre dans d'autres catégories judiciaires. Donc c'est pour clarifier. Donc en fait, la difficulté de ça, c'est que effectivement, le procureur a des éléments, le ministre de la Justice a des éléments, le ministre de l'Intérieur également, mais tout le monde verrouille la communication pour éviter la catastrophe. Derrière aussi, la difficulté qu'il peut y avoir, c'est qu'on a aussi en France un précédent où effectivement, là, dans la confiance dans la justice et le travail de la police, c'était dans l'affaire Madame Zineb Redouane à Marseille, où, donc pour rappel, c'était au moment des Gilets jaunes, cette dame s'était pris un tir de grenade lacrymogène dans son appartement, elle n'avait rien demandé, elle n'était même pas gilet jaune, elle en est morte. La défense de M. Castaner à l'époque, c'était les médecins ont tué Mme Zineb Redouane parce qu'ils n'ont pas été capables de la réanimer. Et il y avait eu une autopsie à l'époque, le médecin légiste avait dit non, pas du tout, c'est pas la faute de la police. Oui. Là, on avait déjà l'information. On avait l'information, mais le résultat du médecin légiste, non, c'est pas la faute de la police. Bon, pas de chance pour la police française, c'est que la dame a été expatriée en Algérie pour être enterrée. Là, ils ont refait une expertise d'un médecin légiste. Ils ont dit non, franchement, n'importe qui pourrait le dire. Ils ont envoyé leurs conclusions à d'autres confrères, parce que là, les conclusions ont été diffusées. Donc, elle est bien morte des gaz lacrymogènes. En fait, le problème en France, c'est que des fois, les ministres peuvent influencer le résultat du rapport ou le retenir, etc. Donc en fait, le problème dans ces affaires-là, c'est que, oui, ça peut être possible dans une affaire normale, mais là, malheureusement, il y aura une suspicion énorme, surtout depuis la Macronie, de manipulation de l'information, de contrôle de l'information et de mensonge à l'opinion publique, vu qu'on l'a déjà vécu. Évidemment. Donc il y a plusieurs choses possibles. Il y a la procédure normale où on attend vraiment tous les éléments. Il y a un décalage entre le langage courant et judiciaire. Et derrière, malheureusement, la Macronie qui triche régulièrement. Oui. Au bon tweet, regardez ça. Il a fait un petit graphique qui vous concerne, puisqu'il a montré en gros comment se mobiliser les gendarmes ou les forces de l'ordre en fonction des menaces. Donc pédophile 0 et la réponse des policiers arrêtez de nous harceler. Vous savez, c'est un écho à une des femmes qui avait porté plainte et la plainte avait été reconnue valable. Elle n'a toujours aucune nouvelle des gendarmes. Oui, exactement.
Et quand elle demandait où on en était, les gendarmes lui répondaient: Madame, arrêtez de nous harceler, sinon on va vous déposer une main courante contre vous. Je crois que c'était ça. Bon, on a les émeutes, etc. On a les manifs anti-pédocriminalité qui sont elles-mêmes gênées et bloquées par la gendarmerie. Les éleveurs anti-vax, ou alors tout simplement qui veulent faire du bio, qui sont harcelés. Et je sais, Dieudonné, que vous les suivez désormais, puisque vous êtes proche de Kyria notamment. Et spectacle de Dieudonné qui a gagné qui a gagné le jackpot, puisque bon là il vous a mis 70, parfois vous en avez plus, enfin, on les a vus, on les a filmés, j'en renvoie tout le monde aux vidéos live de Toxin quand on va à vos spectacles, quand on suit vos spectacles. Donc comment vous réagissez aujourd'hui quand on voit cette histoire de pédocriminalité notamment qui sévit en France, qui n'est absolument pas faute de moyens, nous dit-on, suivis, et vous visiblement on peut mettre les moyens. C'est ça, c'est les priorités. Aujourd'hui, on est face à une police politique. Hier, j'étais moi-même encore une fois devant le tribunal. Le parquet a requis 1 an de prison parce que j'ai fêté l'anniversaire de ma fille. Donc le 7 octobre, j'ai dit 7 octobre, jour de joie, c'est le jour où est née ma fille. Et donc on requiert apologie de terrorisme, je ne sais quoi. C'est absolument hallucinant et je crois que les Français ne s'y trompent pas, ils manifestent devant les tribunaux en disant nous ne croyons plus dans cette justice. Alors moi qui est un homme de scène, j'observe ce théâtre de la justice depuis un certain temps. Et aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est surréaliste. Mais je les plains, les juges qui sont aujourd'hui, on le voit surtout avec Darmanin. Là, j'avais une plainte hier de Nunez aussi, ministre de l'Intérieur, contre moi, parce que j'ai fait une vidéo où je répondais. Moi, j'en suis à plus de 300 arrêtés, parce que les records, je pense que je les accumule. Hein. Je suis devenu, bien malgré moi, une sorte de révélateur chimique du malaise en termes de liberté d'expression, mais aussi en termes de police politique et puis gouvernement des juges. Aujourd'hui, je crois que l'instrumentalisation par le politique de ces institutions accentue la crise profonde de confiance du peuple. Et je vous assure que je parlais honnêtement avec des avocats hier qui me disaient qu'ils eux-mêmes ne comprenaient plus, ils participaient à une sorte de pièce de théâtre où le scénario est écrit bien ailleurs. Alors allons-y. Parce que donc vous avez annoncé il y a 2 jours dans une vidéo que vous aviez une nouveauté. Donc je vous ai appelé à ce moment-là, je vous donne les coulisses, chers auditeurs, et vous me disiez, apparemment, il y a un journaliste américain qui a parlé d'un mail, de la réponse du mail, parce qu'on connaissait bien le mail, disons qu'on avait suivi avec vous le mail d'Ariane de Rothschild à Jeffrey Epstein, vous concernant et expliquant que, voilà, on a un souci avec cet homme qui d'ailleurs, elle vous présente comme politique. Et en fait, désormais, vous avez découvert la réponse de Epstein à ce mail. Oui, grâce à votre équipe d'ailleurs, parce que jusqu'à présent c'était des rumeurs et effectivement on a découvert que, je rappelle aux auditeurs peut-être le mail d'Ariane de Rothschild qui date, si je ne m'abuse, du 20 décembre 2013. Ouais. Voilà, un mail dans lequel elle interpelle Jeffrey Epstein, le croque-mitaine qui n'est plus besoin de présenter aujourd'hui. Elle lui dit, voilà, il existe en France un homme politique, Dieudonné. Alors déjà, je me disais, de quoi... en fait, c'est assez... ça n'est pas anodin. Je crois que pour des gens comme Ariane de Rothschild et le groupe de Rothschild, les hommes politiques sont des marionnettes, des humoristes, des comédiens. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, elle lui explique que je suis un personnage dangereux qui jouit d'une audience importante et qu'il fallait régler mon cas. Et donc, voilà, qu'il fallait il fallait une réunion pour parler de moi. Et donc, jusque-là, on en était là. Certains me disaient non, mais c'est juste une réflexion. Et puis là, il y a effectivement, depuis quelques jours, la réponse de Jeffrey qui dit « compris ». Alors, c'est une expression lourde de sens. Dans compris, qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre du mot compris? Eh bien, c'est un ordre qui est donné. Il ne faut pas oublier que Ariane de Rothschild, lui a versé beaucoup d'argent, enfin le groupe en tout cas, que Jeffrey se présente comme le représentant des Rothschild à l'international. Et donc, compris, c'est je vais actionner les relais. Oui. Alors, on va le regarder, ce mail. Hein. Ouais. On le regarde tout de suite, le fameux compris, enfin, understood, point, d'ailleurs, qui est côté... Donc, voilà, en réponse immédiate. Hein. Ouais, vous voyez bien.
Donc, à ce mail. Donc effectivement, c'est pour moi assez sidérant. Déjà, le premier mail m'avait laissé dans une situation. Bon, alors avec les avocats, on s'interrogeait. Quel va être. Alors, je sais que l'un de mes avocats a contacté la justice américaine pour en savoir plus, avoir les mails qui étaient. Mais finalement, on les obtient par d'autres moyens. Et Oui, parce que puis, là, une je plainte. précise tout de suite, pardon, que la source, c'est bien le DOJ, hein, c'est le ministère Ouais. de la justice américaine. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ce mail-là en tapant, en faisant par recherche et par mots-clés. Oui, c'est ça. Mais c'est assez, bon, faut connaître quand même, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, on m'avait donné le lien et je n'avais pas trouvé. Donc, effectivement, lorsqu'on connaît, on trouve plus facilement. Là, on est dans une situation maintenant. Nous allons porter plainte. Donc, ils sont en train de rédiger la plainte, les avocats. Mais vous portez plainte Euh, contre qui? alors, justement, c'est toute la question, et là je laisse les spécialistes, mais il est clair qu'il y a une chronologie des faits qui ne laisse pas la place au doute, puisque ce mail et cette réponse interviennent le 20 décembre 2013, et que 15 jours plus tard, il y a cette directive, cette instruction du ministère de l'Intérieur, Oui. donc de Manuel Valls, à tous les préfets, une instruction qui est encore en vigueur, puisque Oui. le week-end dernier, eh bien, j'avais 3 arrêtés préfectoraux, même si les gendarmes, la police aujourd'hui n'interviennent plus. Mais pour vous dire que, parce qu'il y a un ras-le-bol, parce que je crois que on arrive au bout d'un cycle et que il faut survivre à tout ça, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un ras-le-bol général dans la police aujourd'hui qui a vraiment l'impression d'être utilisé n'importe comment. Et je crois même dans la justice, c'est intenable. Vous en parliez tout à l'heure, mais la position des juges aujourd'hui dans l'affaire Liana, par exemple, c'est incroyable ce que je mobilise moi, clown, à moi tout seul autour de moi en termes de moyens, et que dans l'affaire Liana, il n'y a pas un centime pour pouvoir avancer, prévenir ce genre de criminels, de dangereux criminels qui sont dans la nature, et eux qui ne bénéficient d'aucune attention. Oui. Donc je crois que c'est un vrai sujet d'actualité qui va peser lourd, et je crois que l'affaire Epstein, eh bien, sera au centre du débat, parce que on parle de mails me concernant, mais il semblerait qu'il y ait des contacts entre Epstein et le plus haut niveau de la politique française, donc Macron. Et on est en train de fouiller pour savoir, lorsque Jeffrey Epstein dit compris à sa patronne, enfin on l'imagine, celle qui lui donne de l'argent, et il va donc actionner ses réseaux. Et là, on va s'apercevoir effectivement de liens très très complexes. C'est une affaire d'État que l'affaire d'Epstein. Et je crois qu'on en est qu'au début en France. Oui. Le 28 décembre, on a Le Monde qui annonce que Manuel Valls veut interdire, vous voyez, et il estime que les provocations de l'humoriste. Donc voilà, le travail de propagande commence à faire son chemin. Et voilà, et le 6 janvier, donc encore quelques jours plus tard, on a cette fameuse circulaire Valls qui sort avec le communiqué de presse du ministre de l'Intérieur. Vous voyez que tout est bien ordonné, on ne perd pas de temps du tout là, hein, pour le coup. La justice fait bien son travail. Enfin, quand je dis ça, c'est évidemment... plutôt l'Intérieur fait bien son travail. Là, vous voulez dire qu'aujourd'hui, parce que nous, les dernières fois, quand on est venu suivre et mettre des images sur vos spectacles et surtout sur les arrestations qui se déroulaient, on voyait il y a des camions et de la police qui prenaient votre matériel, qui arrêtaient le spectacle, que du coup vous invitiez sur la scène. Donc aujourd'hui, c'est plus comme ça ? Alors, il y a toujours les camions, il y a toujours la police, il y a toujours effectivement cette mobilisation, mais au dernier moment, si vous voulez, un dialogue s'installe. Qu'est-ce qui est interdit ? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors, l'arrêté préfectoral, il est précis. Il y a 3 articles à la fin, et dans le premier article, on a est interdit le spectacle Fil d'Ariane, par exemple. Bon, alors écoutez, nous, on sait, les gens sont là, on va faire une conférence sur la liberté d'expression. Est-ce que cela vous dérange? Non, ça ne vous dérange pas? Très bien. Bien, allons-y. Avant,
avant, ils étaient dans l'illégalité totale. C'est-à-dire que ils interdisaient en fait tout. J'étais devenu interdit, et c'était quand même schizophrénique puisque j'étais sous bracelet électronique. Aujourd'hui, je suis en liberté conditionnelle. J'avais une ordonnance du juge d'application des peines qui m'ordonnait donc d'aller travailler à telle date dans telle ville pour tel spectacle. Oui, pour payer vos amendes. Voilà, pour payer mes amendes et nourrir mes enfants accessoirement. Et puis, il y avait de l'autre côté une interdiction administrative du préfet sur ordre du ministre de l'Intérieur. Il faut bien comprendre que le préfet, contrairement à un magistrat, lui, il n'est pas complètement indépendant en réalité. Il peut être viré du jour au lendemain par le ministre. Donc effectivement, il exécute les ordres qui lui sont donnés. Et donc l'ordre, c'est de me faire interdire. Alors vous avez des préfets plus ou moins zélés qui vont aller ils sont au téléphone avec les gendarmes et ils leur disent non mais vous intervenez, vous coupez. Parfois ils ont même coupé l'électricité dans certains endroits, dans tout le pâté de maison, quoi, là où on se trouvait. Dans le quartier, pour essayer. Alors, on a des groupes électrogènes. Enfin, c'est devenu un jeu de chat et à la souris qui épuise, évidemment, les forces de l'ordre. Parce qu'à un moment donné, ils disent, bon, nous, on a quand même des choses à faire. D'autant qu'un spectacle humoristique entre 19h et 21h, bon, voilà, laissons les choses se faire. Parce qu'en plus, il y a des embouteillages, ça bloque les routes, c'est dangereux. C'est créer un trouble à l'ordre public réel que d'interdire un spectacle. Et donc, j'ai l'impression que les forces de l'ordre sont épuisées, même s'ils obéissent. Mais ils obéissent en essayant de respecter la loi. Or, une fois qu'ils sont sur place, ils se grattent la tête en disant, alors qu'est-ce qui est interdit? C'est un spectacle. Très bien. Mais les gens ne sont pas... les gens ont le droit d'être là, dans un endroit en plus privé. Les policiers n'ont pas à rentrer dans cet endroit. Ils peuvent bloquer l'espace public, donc ils bloquent les routes. Et ils essayent d'éviter. Mais les gens, ils vont où ils veulent. Donc c'est extrêmement compliqué la mise en place, la mise en œuvre d'un arrêté sur un spectacle. Il faudrait qu'ils rentrent et qu'ils constatent qu'effectivement, je fais un spectacle, et ce spectacle en particulier, le spectacle interdit. Donc c'est quasiment inapplicable dans la réalité, si ce n'est en tapant fort et en faisant n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en rentrant chez les gens, ce qu'ils ont fait, ils ont fracturé des portes, ils sont rentrés, ils ont saisi le matériel, ils coupent l'électricité. Voilà, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire.